Bonjour à tous, je ne suis pas venue seule aujourd'hui. Je suis venue accompagnée de Donut. Non, Donut, il est juste avant. Il est là. Donut, il a beaucoup tourné dans sa roue ce matin. Forcément, c'est un événement important, à la fois pour vous comme pour moi. Et Donut et moi, on va vous parler de plusieurs choses. La première, c'est qu'on vit dans un monde où tout s'accélère et on n'y est pas préparé. On prend des risques si on ne garde pas ses collaborateurs engagés. Et on n'a pas le choix, il faut être proactif vis-à-vis de certains sujets. Les modes de consommation, nos modes de vie ont considérablement changé ces dernières années. Les gens sont en quête de plus d'authenticité, d'éthique dans leurs achats. Vous-même, vous achetez peut-être moins de viande, mais de meilleure qualité chez votre boucher. Vous achetez peut-être des vêtements sur Vinted, vous les vendez aussi. Et avec les réseaux sociaux, les modes de partage d'informations, tout s'accélère et tout s'est accéléré ces dernières années. Les entreprises aussi et surtout doivent se transformer. Il y a des nouveaux challenges au travers de ce monde digitalisé, ce monde numérique. Il y a des nouvelles attentes. Et on doit faire évoluer son mode managérial pour pouvoir aller dans cette transformation, avancer dans cette transformation. Et évidemment, ce n'est pas sans conséquences. Vos collaborateurs, vous-même, vous avez de plus en plus d'outils, de tâches qui viennent s'ajouter et qui peuvent générer un stress supplémentaire dans votre quotidien. Vous n'osez pas toujours en parler. Ça vous génère une charge mentale supplémentaire. Et ce stress, ça ne vous permet pas d'être libéré. On se pose ici, ensemble, la question de notre rapport au temps. Comment faire rentrer une journée de 14 heures dans une journée de 8 heures? À vos copies, vous avez 4 heures. Le stress mène de façon extrême à des maladies dont on parle énormément, des maladies liées au travail, le burn-out, le bore-out, les dépressions, le cancer. Et je vous ai parlé de Donut tout à l'heure, mais Donut, à un moment donné, il faut lui tordre le cou. Pourtant, il est mignon. Les personnes à risque ou en situation de burn-out, elles subissent de manière répétée un stress qui devient chronique et qui alimente justement ces maladies. Et un jour, on a une personne comme Eric qui arrive devant ces escaliers et qui n'arrive plus à les monter. Il commande à son corps de monter les escaliers, mais il n'y arrive plus. Et vous avez Lucie. Lucie qui a des pertes de mémoire. Moi aussi, je suis passée par là et c'est aussi pour ça que j'ai une aide aujourd'hui et vous m'en excuserez, mais les pertes de mémoire, ça fait partie des symptômes du burn-out. Et Lucie, Eric et moi aussi, on a dans ces périodes-là une absence totale d'émotion. On ne ressent plus rien. Et malheureusement, ces personnes, elles sont vues comme des détracteurs dans leurs organisations, dans leurs entreprises, alors que typiquement, elles sont dans une situation qui est complexe et difficile. Et ces personnes-là, ce sont pourtant les plus engagées, les plus motivées. Et de façon dramatique, elles vont sombrer et tomber, elles ne contrôlent plus leur corps. Et c'est à ce moment-là que se manifeste le burn-out, le fameux. Les personnes à risque foncent droit dans un mur, mais qu'elles ne voient pas. Je vais vous parler de ma propre expérience. Alors moi, typiquement, je suis une personne passionnée, super engagée, toujours super positive dans ce que je fais au quotidien, souriante. Et j'ai pris un poste dans lequel je me sentais super bien.
J'avais une équipe géniale, on avait des super projets, je me projetais très bien sur les objectifs à atteindre et on avançait. Sauf que je faisais 60 heures par semaine. J'avais une frontière pro-perso très très fine. J'ai arrêté de faire du sport, j'étais super sportive, j'allais à la salle 3 fois par semaine. J'ai pris 15 kilos, je mangeais très mal. Et un jour, pourtant je me sentais très bien, j'étais dans ma voiture, je rentrais du travail. Et pour tout vous dire, c'était un 24 décembre. Et d'un seul coup, dans ma voiture, j'étais prise d'une sensation d'étouffement. Je n'arrivais plus à respirer, j'avais des palpitations. Sauf qu'en fait, j'étais à 130 km/h sur l'autoroute voie de gauche. Donc je vous passe les détails. Bande d'arrêt d'urgence, appel aux pompiers, un petit tour aux urgences. Et à vivre, c'est hyper impressionnant. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on veut garder le contrôle. Il y a un signal important, c'est qu'on a un état de fatigue qui est constant. On a besoin de se reposer, de dormir. Clairement, vous faites une nuit de 14 heures. Ça m'arrivait d'en faire même des nuits beaucoup plus longues parce que j'avais vraiment besoin presque d'hiberner. Et on se réveille le matin et j'avais pris pour habitude de m'auto-scanner. Je me réveille le matin, je me dis combien ta jauge, combien d'énergie tu es aujourd'hui. Et je dormais 14 heures et j'étais à 5%. Et en fait, clairement, on ne voit pas ces signaux arriver. Ils arrivent de façon assez vraiment en douceur, mais de plus en plus intense. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, avec ce que je vous dis, vous êtes capable d'identifier ces personnes. D'identifier à un moment donné les personnes qui vont avoir un point de bascule, qui sont typiquement super engagées dans ce qu'elles font au quotidien, qui se donnent à fond parce qu'elles croient au projet de l'entreprise. Et s'il y a de la connaissance, s'il y a de la reconnaissance, on fait des pas en fait vers la prise de conscience qu'il y a un problème et que vous pouvez les aider, ou vous pouvez vous aider vous-même. Les risques psychosociologiques, tels que celui dont je vous parle aujourd'hui, ils ont un coût caché. L'absentéisme, le désengagement, en 2018, a coûté à l'entreprise 12 000 € par personne et par an. Et en fait, j'aime bien cette métaphore du sachet de thé, c'est qu'une personne qui est désengagée, qui a du mal à gérer ses émotions, qui ne contrôle plus, elle est comme un sachet de thé. Moi, je parle aussi de dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va diffuser et ça n'aura pas de répercussion que sur elle-même. Ça a de la répercussion aussi sur les autres. Mais ce qui est bien aussi dans le sachet de thé, c'est qu'à l'inverse, une personne engagée, une personne qui est bien, une personne qui est accompagnée, elle va aussi rayonner autour d'elle. Je vais vous prendre un autre exemple. Ça faisait 1 mois que j'étais arrivée dans mon entreprise. Et pour rester sur cette métaphore du sachet de thé, j'ai fait en fait un voyage en voiture avec un des directeurs avec qui je travaillais. Et j'aime beaucoup ces moments-là parce qu'en fait, on peut parler beaucoup. Et en fait, on parlait des projets de l'entreprise et avec toute la bienveillance et le positivisme qui me caractérise, j'ai dit, on va y arriver. On va y arriver avec un peu de pédagogie. On va y arriver, on va avancer et on va avoir des succès pas à pas. Et alors là, il me regarde, il me dit, avec un air un peu cynique, oui, écoute, on en reparlera dans quelques mois. Clairement, là, le sachet de thé, on y est. Il me tirait une balle dans le pied. J'étais un peu comme une fleur à qui on enlevait ses pétales. Le burn-out, il peut être long, très long. Il a un prix à payer, mais il n'est pas juste ce prix. Les personnes
dont je suis le témoin aujourd'hui, elles ont dû quitter leur job. Elles ont dû quitter un job dans lequel probablement elles se sentaient bien. Très certainement même. Et c'est pas juste. Les personnes à risque, elles ont besoin d'une main tendue. En 2019, on ne peut pas prôner la bienveillance et ne pas la traduire dans des actes. La bienveillance, c'est s'assurer que tout le monde reste dans le même bateau. Ça, c'est ma métaphore du bateau. Et nous devons agir en bienveillance, oui, ça c'est très important. On devrait développer l'empathie des managers. Et l'empathie, c'est une qualité vraiment à développer. L'empathie, ce n'est pas de la sympathie. L'empathie, c'est simplement écouter et comprendre l'autre quant à ses besoins fondamentaux. Et ça se marie très bien avec un quotidien en entreprise. Vous pouvez répondre aux objectifs de développement de votre entreprise et être empathique. Il n'y a pas de dualité. Je vais vous parler de Julien. Julien, je l'ai rencontré au mois de septembre, alors que j'étais en formation. Et Julien, il était encore en arrêt de travail pour burn-out. Et il allait reprendre quelques semaines plus tard son travail. Julien, c'est un directeur de la communication dans une entreprise de produits de luxe. Et Julien, il me confiait, écoute Marine, moi j'ai envie de proposer à ma direction avant de revenir de pouvoir en fait déléguer une partie de mes responsabilités à mon équipe et je veux marcher à côté de mon équipe. Et cette entreprise, elle a un système plutôt traditionnel, pyramidal, et c'était quelque chose à la fois de joyeux pour lui, mais à la fois de douloureux parce qu'il avait vraiment peur que ça ne fonctionne pas. Et Julien, je l'ai rappelé avant de venir vous voir pour savoir où il en était. Et en fait, il a réussi. Julien, il a réussi à proposer, à mettre en place ce qu'il avait envie de faire avec son équipe. Et ça, c'est un beau témoignage. Mais on n'a pas le choix dans ces situations, dans ces cas aujourd'hui que l'on voit de plus en plus fréquents. On doit être proactif. J'ai dans mon entourage une personne qui avait une collègue qui est devenue par la suite sa manager. Donc, superbe évolution. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, mon amie me dit « mais je la vois stressée, je la vois pas très bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'y arrive pas. » Et je lui dis « mais vas-y, parle-lui, essaie d'être l'épaule sur qui te confier. » Et en fait, elle n'a rien fait. Et là, je vous pose cette image-là, il est mignon, c'est le lapin pris dans les phares, l'immobilisme. À un moment donné, on voit les choses se passer, mais on ne fait rien. Et Daniel en parlait, il y a une vraie dualité entre la bienveillance et l'ego. Celui qui nous dit de ne surtout rien faire, ni pour soi, ni pour les autres. Ne faisons rien. On le voit tous, on le vit tous. On identifie des situations comme celle-là. Et c'est pas compliqué, à mon sens, d'aligner ses pensées en bienveillance, ses émotions en bienveillance et ses actions en bienveillance. Un vrai comment ça va le matin en arrivant au travail. Mais le comment ça va dont on attend la réponse, évidemment. En faisant ça, on fait un premier pas vers la bienveillance. Et je vous invite tous, si vous le voulez bien, aujourd'hui, à regarder votre voisin de gauche ou de droite et à lui demander comment il va. Comment vas-tu ? C'est très beau ce qui se passe parce qu'il y a des sourires sur les visages. Comment vas-tu ?
La politique RH des entreprises, elle doit évoluer. Je vous propose aujourd'hui une piste, une première solution, c'est d'intégrer une nouvelle brique dans votre quotidien au niveau des RH, c'est la partie coaching. Vous en entendez beaucoup parler, vous le pratiquez peut-être. Les entreprises, elles doivent aider les individus à mieux se connaître, à mieux comprendre leurs émotions, à travailler leurs objectifs et aussi d'aider les individus à ne pas laisser leur instinct prendre le dessus. Typiquement, quand on arrive à des situations comme celle-ci, c'est qu'on ne maîtrisait plus rien, on s'est laissé en pilote automatique. Le moyen qui peut faire la différence, et c'est une proposition que je vous fais, c'est de créer des postes où vous allez intégrer des coachs dans vos entreprises qui vont marcher à côté de vos équipes. Et le coach, il a un rôle très pragmatique. Il n'a pas vécu les histoires avec un grand H de l'entreprise. Il a un rôle de démineur. Ça peut être aussi un manager coach. Le manager peut aussi devenir manager coach et accompagner ses équipes, mais ça demande aussi de savoir changer de casquette. Se connaître, s'écouter, être bienveillant envers soi-même avant de dépasser ou d'atteindre ses limites. Ça permet aussi et surtout de découvrir des pépites, de développer les ailes de vos collaborateurs. Et pour moi, il ne faut pas faire l'économie d'une solution qui marche. Le manager, il doit marcher à côté de son équipe. Vous l'avez vécu, le « comment ça va » tout à l'heure. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander à l'autre comment il va. C'est placer la relation humaine au-dessus de la relation hiérarchique. C'est mettre l'humain au cœur de la relation. Les managers, ils doivent être transformés. Marcher à côté de son équipe, ça demande aussi, et parfois, de travailler sur soi, de voir différemment sa façon de fonctionner, de travailler avec elle. Et on peut développer ou acquérir certaines capacités, certaines méthodes. Et on va en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Elles pourraient toutes faire l'objet d'une conférence à part entière. Il y a des fondamentaux. On parle d'écoute active. Écouter. Le comment ça va, c'est écouter l'autre. C'est aussi savoir reformuler, comprendre les besoins de l'autre, vos collaborateurs, vos collègues. C'est savoir accueillir le stress comme un carburant. Le stress, et vous le savez, dans nos quotidiens, nous fait avancer. C'est arrêter d'être dans le tourbillon du « t'as pas le choix ». C'est aussi savoir arrêter d'être sursollicité, les réunions, les notifications, le téléphone. On a des outils, ils existent. On pourrait vous en faire un étalage aujourd'hui. Mais on a quand même aussi une question du rapport au temps. Vous avez tous vécu une situation dans laquelle vous avez un collaborateur, un collègue qui, le vendredi, part à 16h. Et ça marche à tous les coups. Malgré nous, on regarde notre montre. Et il va y en avoir un dans le fond qui va dire hey, Jeannot, t'as pris ton RTT ? On a quand même un rapport au temps qui est bizarre. L'important, c'est de travailler en collectif sur la question du rapport au temps. C'est savoir travailler la procrastination. C'est savoir dire non. C'est aussi travailler à son organisation quotidienne. Et son organisation, c'est pas faire des to-do list, hein, ça, tout le monde sait le faire. Et on le disait en début de conférence, nos métiers ont changé, on prend de plus en plus de tâches. Nos rôles et nos missions évoluent constamment et de manière beaucoup plus rapide. Pour mieux gérer, on peut apprendre à déléguer.
à casser les silos, à travailler beaucoup mieux entre équipes. Et on l'a vu dans un monde où tout s'accélère, puis on n'a pas le choix. Il est nécessaire de travailler la transversalité. Mais surtout, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de très important, c'est que vous devez avoir un équilibre entre 3 bulles. La bulle personnelle, la bulle professionnelle et la bulle familiale. Et sans cet équilibre, ça ne peut pas marcher. Et surtout, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas être bien que 5 semaines par an. C'est tous les jours qu'on remplit à 100% sa jauge d'envie, sa jauge de passion et sa jauge de vie. Merci.